Bonsoir à tous et bienvenue dans Chaque Voix compte sur LCP Canal 8. C'est déjà la 50e ce soir. Merci à vous de nous suivre fidèlement. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage et de débat en direct de l'Assemblée nationale comme chaque soir. Avec à mes côtés Fanny Guinochet, journaliste à France Info. Bonsoir Fanny. Bonsoir. Et bonsoir Laurent Guimier. Bonsoir Adeline. Merci à tous les deux d'être là. C'est parti pour le sommaire avec à la une ce soir, haro sur les sondages. Plusieurs enquêtes d'opinion ont rouvert ces derniers jours le fameux débat sur la fabrique des sondages. Qui les commande? À quelle fin sont-ils utilisés? Comment sont élaborées les questions posées? Ce soir, nous sondons les sondeurs. Bonsoir Mathieu Gallard. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes le directeur d'études d'Ipsos BVA, spécialiste de l'analyse des tendances électorales. À vos côtés, Amélie Le Breton, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes experte en communication politique et présidente de l'agence Coriolink. Merci d'être là aux côtés d'Antoine Oberdorf. Bonsoir Antoine. Bonsoir Adeline. Journaliste politique à l'opinion. À 20h05, quelle histoire avec Laurent Guimier. Oui Adeline, guerre en Ukraine. Je vous raconte comment Donald Trump a réussi à transformer un pote milliardaire, un promoteur immobilier, en quasi-chef de la diplomatie américaine. C'est une leçon de com extraordinaire, c'est du grand art. Et on a hâte d'entendre ça, Laurent. Dans la deuxième partie de Chaque Voix compte, place à la question qui fâche. On s'intéresse ce soir au patrimoine des boomers, cette génération née après-guerre et qui est aujourd'hui à la retraite. Fanny Guinochet. Et c'est ce grand transfert parce que cette génération va léguer ses biens à la génération suivante et ça attise les convoitises. Eh bien, nous allons en débattre tout à l'heure avec Daniel Labaronne, député Ensemble pour la République d'Indre-et-Loire, Philippe Lothiau, député Rassemblement National du Var et Alexandre Ouizille, sénateur socialiste de l'Oise. Nous attendons vos réactions ou vos questions en flashant le QR code qui s'affiche ici. À 20h30, c'est Bourbon Express, le journal de l'Assemblée nationale présenté par Marco Pommier. Voilà pour le menu de ce soir. Installez-vous confortablement. Chaque voix compte la 50e. C'est parti. Et finalement, chaque voix compte, ça pourrait aussi être la devise des instituts de sondage. Chaque voix compte, mais comment être sûr qu'elle va apparaître dans le sondage? Comment être sûr que la question posée n'a pas orienté la réponse? Comment être sûr que la photo va correspondre à la réalité? C'est le défi éternellement posé aux sondeurs qui se retrouvent à nouveau sur le banc des accusés après plusieurs enquêtes controversées publiées ces derniers jours. 2 minutes pour comprendre avec Stéphanie Despierres. En moins de 2 semaines, 3 sondages ont provoqué la polémique. Un sondage sur l'islam. Le 18 novembre, l'IFOP publie une enquête qui analyse le rapport des musulmans de France à leur religion. La France insoumise fustige ce sondage. Une fois de plus, les musulmans sont désignés comme l'ennemi de l'intérieur. Je dénonce l'amalgame puant qui vise à faire de millions de nos compatriotes des islamistes et des terroristes en puissance. L'affaire prend des proportions inédites. La direction de l'IFOP porte plainte contre 2 députés insoumis, estimant qu'ils lui mettent une cible dans le dos. Les députés, eux, ont saisi la commission des sondages. 4 associations musulmanes attaquent aussi l'Institut en justice pour manque d'objectivité. Deuxième exemple, un sondage pour 2027 signé Odoxa Mascaret. Il donne le Rassemblement national Jordan Bardella largement gagnant au second tour de la présidentielle, quel que soit son adversaire. Les critiques sont multiples, l'échantillon, la part des sondés qui ne se prononcent pas, l'absence de Marine Le Pen parmi les candidats testés. Troisième exemple, un sondage sur l'antisémitisme, commandé non pas par un média mais par le ministère de l'Enseignement supérieur. Il voulait mesurer l'antisémitisme dans les universités. Cette fois, c'est l'intitulé des questions envoyées aux professeurs qui provoque un tollé dans le milieu académique. Alors, faut-il arrêter les sondages? Non, rétorque le sociologue Hugo Touzet qui a enquêté en immersion dans un institut. Et j'ai côtoyé des professionnels compétents. Une fois qu'on a dit ça, c'est important de rappeler que les sondeurs, ils travaillent dans un cadre marchand, c'est-à-dire qu'ils travaillent pour des entreprises au sein d'entreprises marchandes, et donc ils se heurtent à tout un tas de contraintes, et notamment de contraintes budgétaires. Et si vous savez en tant que sondeur que pour faire un beau sondage sur une population, il faudrait avoir un échantillon plus gros, il faudrait poser non pas 5 mais 10 questions, et que votre client n'a pas le budget et que c'est pas ça qui l'intéresse, et ben vous allez faire un échantillon plus petit et vous allez poser 5 questions au lieu de 10. Le chercheur invite en tout cas à prendre les sondages avec prudence et à toujours les regarder dans le détail. Alors, on va évoquer justement les polémiques du moment. Antoine Oberdorf, le sondage IFOP sur les musulmans de France, pourquoi est-ce qu'il a autant été repris et été autant critiqué selon vous ?
Ce qui trouble sur ce sondage IFOP, c'est qu'il est fait depuis des années et des années, sur un échantillon très important, 15 000 personnes en l'occurrence, 15 000 sondés. Et c'est très important de le préciser parce que tous les secrets de fabrication des sondages vont nous intéresser, j'en suis sûr. Ce ne sont pas des questionnaires en ligne, ce sont des coups de téléphone que l'on passe, ce qui évite certains biais sociologiques avec des populations qui ne répondraient pas. Cette année, ce sondage a défrayé la chronique parce que le diagnostic qui en était tiré, c'est d'une tentation radicale, une tentation pour l'islam le plus radical chez une partie des musulmans de France. Mais ce faisant, il y a toute une partie des potentiels autres diagnostics et enseignements de ce sondage qui ont été laissés de côté. Notamment le fait que l'enquête affirme que les musulmans représentent 7% de la population adulte. C'est un chiffre dont on n'a quasiment pas parlé. Absolument. On était il y a de ça quelques années sur 5%, on est aujourd'hui sur 7%. Et pourquoi c'est intéressant d'avoir ce chiffre ? Parce qu'il est en total décalage avec la perception qu'ont les Français de la présence musulmane dans le pays. Ça veut donc dire, y compris pour les insoumis qui ont tendance un petit peu à avoir de l'islamophobie partout, que là, il y avait quelque chose d'intéressant à dire et à pointer. Qu'au fond, quand on nous parle d'invasion musulmane, quand certains agitent des fantasmes de grand remplacement, d'effacement de l'identité judéo-chrétienne de la France dans certaines franges des conservateurs et à l'extrême droite, eh bien, on voit que non, ramenés à sa juste place, les musulmans sur une base déclarative sont bien moins nombreux qu'on le pense. Donc, je pense que ce sondage qui est fait sur de la longue série, ce qui permet d'avoir une analyse longitudinale des choses, a enflammé, a mis le feu aux poudres parce que nous sommes dans un climat qui, notamment en ce qui concerne les questions d'identité, prête à ce genre de polémique, se prête totalement. Mathieu Gallard, est-ce que d'abord, alors vous êtes Ipsos BVA, là on parle d'un sondage IFOP, mais j'imagine qu'il y a quand même une forme de corporatisme chez les sondeurs. Est-ce que d'abord, cette polémique, elle vous a surpris ? Elle n'est pas totalement surprenante. On sait qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels, effectivement, quand on réalise et quand on publie un sondage, il peut y avoir des polémiques. En tout cas, il y a plus facilement des polémiques sur les sujets qui sont liés, effectivement, à l'islam, à certaines discriminations, à la diversité, on va dire, que sur les enjeux socio-économiques qui, généralement, peuvent susciter aussi de l'intérêt, mais ne suscitent pas autant, en général, de polémiques. Après, corporatisme, moi, voilà, franchement, je ne défendrai pas tous les sondages qui sortent et certains, je trouve qu'ils sont éminemment critiquables, peut-être même certains auxquels j'ai pu participer. Mais vous qui avez un regard de sondeur, qu'est-ce que vous critiqueriez dans la méthodologie de l'IFOP sur cette enquête sur l'islam de France ? Sur l'enquête, ça a été dit. Sur la méthodologie, franchement, elle est solide, elle est fiable. J'ai pas de critique particulière. Si on nous avait demandé de faire une enquête sur, effectivement, l'opinion des musulmans en France sur quelques sujets que ce soit d'ailleurs, on aurait fait des choses de la même manière. Sur ce qui est du questionnaire, il n'y a rien de scandaleux dans le questionnaire. Les questions, alors c'est très divers, il y a beaucoup de choses. Est-ce que j'aurais fait exactement la même chose ? Sans doute pas, mais globalement, je trouve qu'il n'y a rien de scandaleux. En revanche, le problème, c'est évidemment plutôt dans un certain nombre de reprises qui ont été faites du sondage, où, par exemple, voilà, on nous a dit, alors j'ai plus le pourcentage en tête, mais que tant de pourcents de Français souhaitaient la mise en place de la charia. La charia, à aucun moment, le mot de charia est utilisé dans le sondage. Le sondage parle, je crois, de loi islamique. Et on fait en plus un espèce de total entre les musulmans qui pensent que la loi islamique doit précéder, doit être supérieure aux lois de la République, et le pourcentage de musulmans qui pensent que la loi islamique, elle doit s'appliquer, mais pas si elle est en contradiction avec les lois de la République, ce qui fait qu'on mélange vraiment des choux et des carottes. En fait, donc c'est plutôt effectivement dans l'interprétation qui peut être faite. Amélie Le Breton, le vrai problème, c'est peut-être pas le sondage en lui-même, mais c'est l'utilisation et l'interprétation qui en sont faites ensuite. Toujours. Toujours. Alors, il faut être assez réaliste. Parfois, la réalisation d'un questionnaire, d'un sondage, met en lumière telle ou telle problématique de façon à ce que ça aille dans un axe qui correspond à ce que souhaite celui qui a commandité le sondage. Il ne faut pas oublier que là, on parle d'éléments très politiques, mais vous avez plein d'entreprises qui font plein de sondages toute la journée. Les questions, elles ne vont jamais à l'encontre des intérêts de l'entreprise, sinon ce serait bizarre. Sur la politique, ce qu'on voit quand même, c'est, alors je ne vais pas me faire que des amis parce que je suis sur un plateau de télévision, mais les médias ont un rôle dans la façon dont ils zooment ou pas sur certaines questions. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'on le voit bien, de plus en plus, les femmes et les hommes politiques utilisent des sondages comme des leviers de buzz médiatique. Et en fait, après, ça explose. Et vous devenez pour ou contre. Enfin, les communautés se mettent elles-mêmes, quand je dis communauté, c'est-à-dire les communautés politiques se mettent à s'affronter sur les chiffres. Et on oublie presque d'aller voir le sondage en lui-même et l'étude avec
tous ces répondants, qui peut au contraire amener des choses extrêmement fines dans les réalisations. Laurent ? Ce qui a peut-être été particulièrement marquant sur ce sondage, je trouve, c'est que l'exploitation, le buzz, l'explosion médiatique a été très très rapide après la publication du sondage. D'habitude, il se passe quelques jours, une semaine, il y a des analyses, le pour, le contre. Là, tout de suite, le tweet pour, contre, et donc derrière, les plaintes et la justice. Des réseaux insoumis, Oui. des réseaux sociaux insoumis Non, avec ça, leurs alignements, une mobilisation extrêmement rapide qui, au fond, abolit ce temps de l'analyse qui, normalement, permet un tout petit peu quand même de... Mais sauf que depuis, je ne sais pas comment vous procédez à l'Ipsos, mais les instituts de sondage, quand ils fournissent le résultat d'une enquête, ils en fournissent aussi une analyse. Elle est livrée clé en main aux médias. Alors ça va dépendre, hein. Parfois c'est le cas, parfois effectivement on fournit simplement un rapport, des chiffres et ensuite les journalistes, les experts vont faire leur marché dedans. Là effectivement, il me semble que... Alors ça a été très rapide, mais ça a été très rapide parce que la reprise par le principal commanditaire de l'enquête allait dans un certain sens, effectivement. Et dans l'enquête, quand vous regardez encore une fois les résultats de l'enquête, vous auriez très bien pu mettre la focale sur des points où au contraire les choses avaient tendance à s'améliorer par rapport à certaines enquêtes précédentes. Donc c'est vraiment une question de ce que vous décidez de mettre en avant dans une enquête comme ça. Dans une enquête de façon, un rapport qui fait 60 ou 80 pages, vous avez forcément des choses qui vont un peu dans tous les sens. Il n'y a jamais, on n'a jamais des musulmans qui uniquement se radicalisent. On a des choses qui sont très diverses. Effectivement, vous pouvez regarder l'enquête avec des lunettes totalement différentes et aboutir à des résultats, des analyses différentes de la société. Et la difficulté, c'est que forcément, côté communication, si vous avez un angle qui est assez lisse, en fait, vous aurez beau être très gentil, les médias ne reprendront pas l'information. Oui. Si vous avez Les gens heureux n'existent pas dans les médias, c'est ça ? Malheureusement, pas assez. Alors, je voudrais qu'on parle quand même de l'autre sondage qui a suscité une grosse polémique, c'est le sondage Odoxa, cette fois, qui donne Jordan Bardella vainqueur de la présidentielle, quel que soit son adversaire au second tour. Quelle est la fiabilité d'un tel sondage si loin de l'échéance, Antoine Oberdorf ? Alors là, ce sondage pose d'autres questions. Effectivement, on est loin de l'échéance. 1 an et demi. 1 an et demi de l'échéance. Et quelque chose de très singulier et que tous les sondeurs savent assez aléatoire, c'est des tests sur des hypothèses de second tour, avant même que les rapports de premier tour n'aient été établis. En l'occurrence, l'information phare de ce sondage que tout le monde a retenu et qui a effectivement franchi le mur du son, c'est le fait que Jordan Bardella soit donné gagnant au second tour face à n'importe quel de ses adversaires. Édouard Philippe, Gabriel Attal, Raphaël Glucksmann, ou même Jean-Luc Mélenchon. Ça, évidemment, sur un test de second tour, c'est beaucoup plus aléatoire. Ensuite, si on va dans encore de nouveau les secrets de fabrication de ce sondage Odoxa, on est sur un échantillon de 1000 personnes, donc bien plus réduit naturellement, avec des marges d'erreur qui sont donc plus grandes, puisqu'à mesure que vous réduisez l'échantillon, vous avez des marges d'erreur plus grandes, et des colonnes de redressement par rapport... Alors, les colonnes de redressement, c'est ce qu'on appelle la correction que font les sondeurs quand ils ont les résultats d'une de leurs enquêtes. Notamment par rapport aux résultats passés. Parce que les résultats passés vous disent quelque chose de la dynamique globale, et donc vous vous en servez pour corriger vos résultats. Donc pour toutes ces raisons-là, effectivement, peut-être que ce sondage Odoxa pouvait apparaître plus faible. En l'occurrence, pourquoi il a gêné le RN ? Il a gêné le RN parce qu'il intervient à un moment où on a une Marine Le Pen qui essaye de conjurer le spectre de l'effacement. Oui, parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que sur la méthode, l'Institut Odoxa a choisi de ne pas tester Marine Le Pen dans cette enquête. Est-ce que, pour vous, chez Ipsos BVA, c'est un problème ? Sincèrement, est-ce que vous en avez discuté entre sondeurs? J'imagine qu'on parle des mêmes sujets. On n'a toujours pas fait aucune intention de vote en vue de l'élection présidentielle, que ce soit au premier tour ou au deuxième tour. Est-ce un problème aujourd'hui de ne pas tester Marine Le Pen quand on se projette sur un second tour? Parce qu'effectivement, à l'heure qu'il est, on ne sait pas si Marine Le Pen pourra être candidate, tout simplement légalement, du point de vue du procès en appel. Est-ce que vous, chez Ipsos, vous allez continuer à tester Marine Le Pen? Non, mais nous, on n'en a fait aucun. Donc, à partir du moment où la question ne se pose pas. Non, mais enfin, je vous le dis, on n'en a fait aucun. À partir de là, je ne peux pas vous dire si on va continuer à la tester, vu qu'on n'a pas commencé. Mais je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit. Vous demandiez au début, la première question, c'était la fiabilité de ce sondage. Qu'est-ce que ça veut dire, la fiabilité d'un sondage pour une élection présidentielle qui se tiendra dans 1 an et demi? Est-ce que c'est une prédiction? Enfin, évidemment que ce sondage ne peut absolument pas nous prédire quoi que ce soit. À partir de ce sondage, on ne peut même pas dire que le Rassemblement national ou Jordan Bardella est favori. Ça n'a aucun sens. Oui, Laurent. Parce que je peux me faire un peu l'avocat du diable aussi en disant pourquoi Glucksmann, au fond? Alors ça installe l'idée que Raphaël Glucksmann va être le candidat, mais rien ne le dit. En revanche, peut-être qu'il y a un fait politique qui fait qu'on a parlé de Glucksmann comme candidat.
Pardon. Non, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas oublier que sur les sondages, ce n'est qu'une photographie à un moment donné. Oui, puisqu'on dit même si l'élection avait lieu dimanche prochain. C'est comme ça que la question est posée. Voilà. Hein. Et je vais revenir très en arrière. En 2002, Jean-Pierre Chevènement, il était à quelques mois de l'élection présidentielle annoncé dans les intentions de vote à 14%. Il a fini le 21 avril 2002 à 5,33%. Zemmour en 2021 était très très haut en novembre. Et Éric Zemmour aussi. Alors, Éric Zemmour, c'est encore autre chose. Je vais revenir sur ça. Éric Zemmour, il a eu une campagne dans les médias, c'est-à-dire qu'il était nouveau. Il sortait d'un cénacle qui était différent. Il venait pas du monde politique. Il avait une manière de s'adresser dans ses débats ou dans ses prises de parole qui était très singulière. Et donc, il a eu énormément de lumière. Il a donc été porté très haut au niveau des sondages. À 14-16, hein Oui. On l'annonçait même, certains l'annonçaient au deuxième tour en fonction du jeu. Et puis, finalement, il a fini à quoi, 7%. Donc, voilà, il y a toujours un prisme déformant en fonction de quand on prend le sondage. En fait, je pense que ce n'est pas parce que la mesure ne plaît pas qu'il faut casser le thermomètre. Les sondages sont utiles pour tout un tas de raisons. Nous n'avons pas en France de midterms. Donc, entre deux élections, la seule manière de percevoir un petit peu les dynamiques électorales, les lames de fond qui traversent un corps électoral, ce sont les sondages. Et pourquoi les politiques y prêtent autant d'attention ? Parce que quoi qu'ils en disent, ils indexent toutes leurs décisions sur les sondages. Et là, on a même vu que le RN avait communiqué sur ce sondage. Alors, en rajoutant le visage de Marine Le Pen, comme si elle avait été testée aussi, quand même. Regardez, les primaires, on a un mal fou. Là, ils débattent tous de primaires, à gauche, à droite. Mais si je prends l'exemple de la gauche... Mais est-ce qu'un sondage peut, par exemple, faire les candidats d'une primaire? Mais oui, parce que les sondages, c'est une forme de primaire sauvage. Et en l'occurrence, Raphaël Glucksmann est testé. Et effectivement, ça fait grincer des dents. Et notamment, ça fait grincer des dents tous les partisans d'une candidature unique à gauche, les Marine Tondelier, Olivier Faure et consorts, qui disent mais attendez, il faut absolument qu'on soit testé. Ne pas être testé, c'est ne pas exister dans le paysage. Et il faut tester le capital sympathie, parce que justement, une personnalité qui monte à... du coup, c'est Jean-Louis Borloo et Dominique de Villepin, si vous allez Alors, parler. même si on allait très loin, ce serait Jean-Jacques Goldman. Mais du coup, et comme il n'est pas dedans, on va rester sur les politiques traditionnelles. Ce que je veux vous dire par là, c'est que effectivement, on le voit bien que sur les thèmes, donc les thèmes de campagne qui intéressent les citoyens, les candidats ou ceux qui voudraient envisager d'être candidats soit aux primaires, soit à plus, ils vont tenter des thèmes. Et puis après, c'est sur leur personne, sachant que ça peut évoluer au fil du temps. C'est vrai que quand on est vintage, c'est-à-dire quand on n'a pas été sur le devant de la scène pendant plusieurs années, parfois en France ça marche, mais pas tout le temps. Donc en fait, il n'y a pas de miracle ou il n'y a pas de recette secrète. Mathieu Gallard, juste, il se trouve qu'on est à l'Assemblée nationale et qu'il y a une commission d'enquête parlementaire sur l'organisation des élections en France qui a pris pour cible les sondeurs au mois de juin dernier et qui proposait notamment qu'on interdise les sondages tant que la liste des candidats à une élection n'est pas connue. Écoutez, c'est à quoi, un mois du premier tour, ça me paraît quand même très tard. Non mais, entendons-nous bien, hein, moi je Donc ne je pense barre cette pas... proposition de ce rapport. C'est pas terrible. Ça serait embêtant. Non mais, plus largement, moi je pense que c'est intéressant de savoir quel est le rapport de force à un moment donné et comment il évolue. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il est bien évident que les résultats de la présidentielle seront totalement différents de ceux qui sont mesurés. Mais pourquoi ? Parce que quelles catégories vont changer d'avis, quelles catégories vont se mobiliser, c'est ça qui sera intéressant tout au long de la campagne. Il y a des expressions de sondeurs. Est-ce que l'effet train en marche, ce que les anglo-saxons appellent le bandwagon, est-ce que ça existe vraiment ou est-ce que c'est un fantasme? Non, en fait, l'idée derrière, c'est qu'il y aurait un effet des sondages. Les électeurs prendraient véritablement en compte les sondages pour se décider. C'est très, très, très difficile à mesurer. C'est quasiment impossible, évidemment. Si vous demandez aux gens, ils vont vous dire que non. Après, il y a l'idée, effectivement, qu'il y aurait un certain nombre d'électeurs qui, en fait, se décideraient en faveur d'un candidat pour lequel il y a une dynamique dans les sondages. Et par exemple, c'est ce qu'on a vu en 2017, en 2022, en faveur de Jean-Luc Mélenchon dans les toutes dernières semaines de la campagne. Mais il y a aussi l'idée inverse que finalement... L'effet underdog. Voilà, qu'un certain nombre d'électeurs, au contraire, se décideraient un petit peu, par pitié, pour certains électeurs. Pardon, vous dites la pitié, mais c'est pas ce qu'on appelle le vote utile? Ben oui, bien sûr. Alors, il y a un périmètre, c'est-à-dire qu'il y a eu des études américaines qui ont tenté de démêler justement cette histoire de locomotive ou de outsider. En fait, il n'y a rien qui ressort de manière très probante. Au-delà, ce qu'on constate quand même, c'est qu'il peut y avoir une sorte de volonté de se dire « je reste dans ma famille ». C'est-à-dire que normalement, quelqu'un qui se dit « je vais voter pour Édouard Philippe » ne va pas changer d'avis pour voter pour Marine Tondelier. Par contre, quand on voit les dynamiques se faire, peut-être que quelqu'un qui avait envisagé de voter sur un bloc
de gauche pourrait se dire je vais hésiter entre ceux qui seraient les meilleurs poulains, parce qu'il y a eu l'effet 2002 et le traumatisme de Lionel Jospin. Bon, vous savez, il faudrait presque un sondage pour savoir si les Français croient au sondage, en fait. Peut-être. Mise en abîme ce soir avec Clément Perrault, qui est allé leur poser la question, et vous allez voir que 100% des personnes interrogées ont bien voulu lui répondre. Quartier de Châtelet-Les Halles à Paris. Des commerces un peu partout, plusieurs stations de métro et de RER, un grand brassage de population aux profils variés, le genre d'endroit prisé des sondeurs pour réaliser leurs enquêtes d'opinion. Mais que pensent justement les Français des sondages? Nourrissent-ils leurs réflexions? Influencent-ils leur opinion? Voici le verdict de notre panel. De plus en plus avec les réseaux sociaux, moi j'ai tendance à regarder vraiment ce qui se passe sur les sondages et à me laisser un peu influencer de temps en temps. Donc oui, ça peut m'orienter sur quelques choix parfois. Je préfère réfléchir par moi-même. Après, bien sûr, on écoute ce que les gens pensent. Mais en tout cas, ça n'influe pas nécessairement mes idées. C'est une photo de la société française. Ça m'intéresse. Mais ça ne va pas m'influencer, non, heureusement quand même. Dans la perspective d'un deuxième tour, ça peut m'amener effectivement à dire à un moment, celui-là, de toute façon, il n'y a aucun intérêt, le jeu est tellement serré qu'il faut tenir compte. Les sondages 100%, ça peut m'influencer et l'organisme de sondage aussi, ça peut m'influencer, de savoir quel organisme a fait quel sondage. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est nécessaire les sondages et qu'il faut les suivre pour faire son choix. Dès qu'il y en a un nouveau qui sort, etc., c'est relayé, donc on les voit, ces sondages, mais je pense qu'il faut se méfier un peu. Regarder qui a publié le sondage, comment ça a été fait, etc. Et si on demandait maintenant aux Français de s'improviser sondeurs, sur quel thème, quelles questions aimeraient-ils commander des études? Le référendum. Le bien-être des gens à Paris. Plusieurs sujets, l'intelligence artificielle, la robotique, l'ordinateur quantique. Comment est-ce qu'on peut améliorer le bonheur d'une façon générale? La perception des jeunes sur le marketing alimentaire. Alors, intéressant, saugrenu, déjà fait, voici en tout cas quelques pistes pour nos invités en plateau. Bon, Mathieu Gallard n'est pas prêt tout de suite à faire un sondage sur les ordinateurs quantiques. Mais Mathieu, dans ce qui revient beaucoup, c'est qui commande le sondage? Qui est le commanditaire? Et est-ce que le commanditaire peut vous donner des consignes? Qui peut vous commander un sondage? Tout le monde peut nous commander un sondage, que ce soit effectivement des partis politiques, des candidats, des entreprises, des think tanks. Est-ce qu'il peut vous donner des consignes? Écoutez, parfois, effectivement, il se trouve qu'on sait très bien que le commanditaire, quel qu'il soit, a un objectif derrière la tête. Nous, ce qu'on va faire en sorte, c'est d'avoir un sondage, c'est-à-dire un questionnaire qui sera le plus neutre possible et qui nous permettra de... Et si votre enquête contrevient aux intérêts de votre client? Il décide de ne pas la publier. Oui. Non, mais tout simplement. Et la plupart il y a un certain nombre d'enquêtes qui ne sont pas publiées. Vous savez, il y a cette idée qui est répandue selon laquelle, quand on fait des sondages pour des candidats, ils sont toujours en faveur de ce candidat. Mais pas du tout. C'est simplement qu'ils ne sortent que si les résultats sont à l'avantage de ce candidat. Sinon, évidemment, ils sont mis sous le boisseau et on n'en entend plus parler. Le parfait exemple de ça. Il y a une multitude de sondages qui ne sortent pas, y compris quand on se passe un peu sous le manteau, etc. Un dernier exemple en date de ça qui a marqué la vie parlementaire à l'Assemblée nationale. Quel a été le moyen de la part du gouvernement et de l'exécutif de faire pression sur les socialistes? Vous commandez un sondage, hypothèse de dissolution, législative anticipée, sur des circonscriptions bien ciblées, celle du président du groupe PS à l'Assemblée nationale, Boris Vallaud dans les Landes, celle du négociateur en chef du Parti socialiste, Philippe Brun dans l'Eure. Ils sont tous les deux perdants. Ils sont tous les deux perdants dans leur circonscription. Alors naturellement, ça joue un petit peu sur leur position, dans la recherche du compromis. Mais dans cette enquête, il y avait d'autres circonscriptions qui étaient testées, qui ne sont jamais parues, qui n'ont jamais été inventées et sur lesquelles on a mis depuis un peu la main. Donc des sondages effectivement qui contrarient quelque part les intérêts du commanditaire, il y en a tous les jours et dont on n'a pas connaissance. Je vous soumets un sondage qui sortira demain dans le magazine Elle, et qui révèle que Jordan Bardella arrive en tête des intentions de vote au premier tour de la présidentielle chez les hommes gays. C'est comme ça que l'écrit le magazine Elle. On se dit spontanément, à quoi ça sert de savoir ça? Alors, quand on fait une campagne politique, on travaille sur des cibles qui sont ensuite donc, des électeurs. Et donc, chaque cible, on doit lui adresser un message qui lui est propre. Donc, c'est ce qu'on appelle les campagnes différenciées. Voilà. Et donc, vous avez des communautés comme ça. Alors,
effectivement, on peut estimer qu'il y aurait une communauté homosexuelle hommes. On pourrait estimer qu'il y a la communauté, alors je vais être très caricaturale, mais des chasseurs. On peut estimer qu'il y a la communauté des gens qui ne boivent pas d'alcool. Enfin, vous voyez, en fait... Pour qui votent les chasseurs, ça arrive dans les sondages. Hein. Oui, voilà. Donc, en fait, dans une campagne, comme on doit s'adresser à des cibles, forcément, en faisant un sondage, on sait quelles sont les attentes potentiellement de ces cibles-là. Et c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, en fait. Un sondage permet d'identifier les thématiques qui sont porteuses pour les gens qui ensuite veulent entrer en campagne. Donc, ce sont des leviers qui sont... Enfin, c'est assez habituel. Voilà. Est-ce que ce qui est habituel, c'est que là, on donne les éléments de potentiel d'un futur vote. Est-ce que... Alors, je ne sais pas, pour le coup, peut-être que les spécialistes de la politique, est-ce qu'il y a déjà eu des études sur les votes homosexuels avant? Oui, je ne sais pas. Oui, il y en a, enfin pas très souvent, mais il y en a. Et d'ailleurs, quand on dit qu'il est à 30%, ça paraît énorme. C'est quand même 6, 7, 8 points en dessous de la moyenne nationale. Donc ça montre bien qu'au sein de cet électorat-là, il est quand même beaucoup moins dynamique que dans l'ensemble de la population. Oui. Et oui, il y a eu des études là-dessus, notamment je pense à un des spécialistes de l'extrême droite, Nicolas Lebourg, qui a fait des études sur la surreprésentation de la communauté gay, y compris parmi les élus du Rassemblement national. Il y a un certain nombre de thèses qui permettent d'étayer ça, ce qu'on appelle l'homonationalisme, où quelque part l'extrême droite se poserait, je dis bien, en bouclier protecteur pour un certain nombre de communautés vis-à-vis de certaines menaces. Ça peut s'expliquer par là. Simplement sur les sondages, d'un mot, il y a deux fantasmes chez les politiques que charrient les sondages. D'une part, le vote utile, ça a été un peu abordé. Avec un électorat très volatile, on se dit que si vous enclenchez la pompe à vote utile grâce au sondage, vous grappillez, et ça fonctionne très bien. L'autre fantasme, que l'on retrouve beaucoup à la France Insoumise notamment, c'est celui du vote caché. Oui. Compte tenu de la structure de l'électorat de la France Insoumise, les quartiers populaires, les jeunes, on a tendance à penser dans les états-majors mélenchonistes qu'il y a une sous-déclaration de l'électorat insoumis et qui donc... Ce qu'on avait dit à une époque d'ailleurs du vote Front National, où on disait que dans le déclaratif, on n'osait pas dire qu'on votait FN, donc ils étaient sous-évalués. D'un côté, au Front National, à l'époque, on faisait les enquêtes en face à face et en téléphone, et c'était plus difficile d'admettre à un enquêteur bien réel, humain, qu'on avait ce type de vote pour qui il y avait vraiment une sorte d'opprobre sociale très forte qui pesait dans les années 80, 90, 2000. À la France Insoumise, c'est un petit peu différent. L'idée qu'ils ont, c'est plutôt que leur électorat, c'est un électorat extrêmement jeune, extrêmement populaire dans les banlieues, etc., qui est peu intéressé par la politique en période normale et qui va se mobiliser dans la dernière ligne droite de la campagne. Et c'est pas totalement faux. Hein, mais ça vous pose, vous, la question de l'échantillonnage, c'est-à-dire comment vous allez chercher l'échantillon représentatif. On disait tout à l'heure, 1000 personnes, c'est pas assez. Et le redressement. C'est pas ça la question. Ces gens-là, on les a. Quand Odoxa fait son sondage actuellement, il les a probablement plus ou moins. Il se trouve simplement qu'on demande évidemment aux personnes s'il y a une élection dans les prochains jours, est-ce que vous allez voter ou pas? Ces personnes, il n'y a pas d'élection dans les prochains jours. Donc pas elles sûr nous d'aller disent voter. Non, je ne vais pas aller voter. Enfin, là, vraiment, donc le sondage à ce moment-là s'arrête là. Voilà, et c'est au fur et à mesure de leur campagne que éventuellement, si la France Insoumise ou d'ailleurs un autre candidat, un autre parti parvient à faire son travail de mobilisation, on verra ses intentions de vote progresser. On a vu au cours des précédentes campagnes présidentielles et même des dernières élections locales, les sondeurs inventent des nouvelles formes de sondages. On a beaucoup parlé des rolling, ces sondages qui sont publiés tous les jours. Qu'est-ce qu'on va découvrir lors de la prochaine présidentielle? Ça va être quoi l'enjeu des sondeurs pour 2027? Ça, c'est une excellente question et je ne vais pas vous révéler tout ce qu'on est en train de concocter. Non, là, vous concoctez des choses. Évidemment, on réfléchit à des nouvelles méthodologies. Mais comment se renouveler? Mais alors, il y a des approches qui sont vraiment très, très techniques. C'est effectivement des moyens de sonder, d'être sûr d'interroger des échantillons qui sont parfaitement représentatifs de la population française. Et ce n'est pas totalement faux aussi de dire qu'en 2022, c'est vrai qu'il y a une partie de l'électorat de Mélenchon qui probablement répondait moins que la moyenne à des enquêtes. Et donc, notre travail, c'est d'essayer d'aller les chercher pour qu'ils nous répondent. Et après, il y a effectivement des méthodes. Vous parliez du rolling. Nous, à Ipsos, depuis 2015, les régionales de 2015, on a ce qu'on appelle un panel longitudinal, c'est-à-dire on interroge les mêmes personnes tout au long de la campagne pour savoir comment une même personne va changer d'avis et comment les blocs d'électeurs vont se mobiliser ou se démobiliser, vont changer de vote pendant la campagne. Donc c'est tout ce travail qu'on fait pour effectivement à la fois informer les citoyens et pour aussi aider les candidats avec lesquels on travaille. J'ai plusieurs questions téléspectateurs à vous soumettre. La première, elle vient de Yann, qui habite à Lorient et qui demande: un sondage payé par un candidat a-t-il réellement valeur ou est-ce un outil de campagne? On y a un peu répondu tout à l'heure. Les deux.
Les deux. Il y a Théophile à Annecy qui voudrait savoir, depuis la loi contre le démarchage téléphonique, est-ce que le travail des sondeurs est plus difficile? Oui, c'est un peu plus compliqué, effectivement. Alors, le gros avantage, malgré tout, c'est qu'on réalise très, très peu d'enquêtes par téléphone. En tout cas, toutes les enquêtes politiques, électorales, désormais, elles sont réalisées en ligne parce que c'est plus représentatif de la réalité de la population. Il y a tellement peu de personnes, de toute façon, qui ont un téléphone fixe ou qui répondent sur mobile à un numéro de téléphone qu'ils ne connaissent pas, que ça rend les choses très difficiles. Il y a Gabriel à Paris qui voudrait savoir, je n'ai jamais été sondé, pourquoi? Et bien parce que la plupart des enquêtes, elles sont faites en ligne, mais on n'envoie pas juste des emails dans la nature. Hein. On a des gens qu'on recrute. Nous, à Ipsos BVA, on a environ 300 000 personnes qui répondent de temps en temps à des enquêtes sur des sujets très divers. C'est pas que de la politique, c'est pas que des élections, mais globalement, si vous n'êtes pas inscrit dans un de ces panels, vous aurez très peu de chances d'être sondé. On a aussi des questions sur le rôle de l'intelligence artificielle aujourd'hui dans les instituts de sondage. De quelle façon vous en servez-vous? Alors on l'utilise de plein de manières, mais c'est vrai que c'est un gros sujet sur lequel c'est très utilisé dans les études marketing, beaucoup, mais pas encore tant que ça dans les études politiques, électorales, et ça sera sans doute un des enjeux. Lève un coin du voile. De savoir comment on va pouvoir intégrer ça. De quelle façon les sondeurs peuvent intégrer l'IA à leur boulot? Par exemple, imaginez que vous ayez une compilation de toutes les résultats électoraux passés et que vous ayez une approche extrêmement fine par bureau électoral sur la longue période. C'est potentiellement prédictif des résultats à venir. Imaginons encore plus qu'on arrive à répartir les gens éventuellement par cluster, par affinité idéologique. Alors, c'est la méthodologie d'un institut qui s'appelle Cluster 17 et qui a été très critiqué lors des dernières campagnes. Qui a aussi montré une certaine utilité, je dois dire. Non, mais juste un point, c'est pas une méthodologie particulière de cet institut. Cet institut, il fait exactement comme tous les autres instituts font. Il se trouve qu'il applique les clusters, mais nous, on le fait très régulièrement. Quand on nous demande de le faire, on peut le faire. Et je peux vous assurer que les états-majors politiques font largement appel, comme à Ipsos par ailleurs, mais à la méthodologie de Jean-Yves Dormagin, qui est un peu novatrice, même si elle reprend les fondamentaux évidemment des sondages et de Cluster 17. Amélie Le Breton, est-ce que les sondages sont toujours des boussoles pour les politiques? On se souvient que Jacques Chirac disait les sondages, ça va, ça vient, c'est comme la queue du chien. Oui, alors Jacques Chirac, il avait un sens inné de la formule. Oui, c'est toujours une boussole parce que normalement, c'est une photographie des attentes des électeurs et des citoyens. Et on le voit d'ailleurs, si vous allez sur les sites des instituts de sondage, vous en voyez certains en ce moment sur des collectivités locales. En fait, les maires sont en train de sentir le pouls de ce qui se passe justement chez eux pour savoir s'ils vont se représenter, comment ils vont se représenter, quels sont les leviers qui peuvent être les leurs. Les Français, les citoyens, les électeurs doivent évidemment manier les sondages avec précaution, mais les politiques doivent manier les sondages avec précaution parce que c'est là où ils s'en servent comme boussole. Quand ils s'en servent comme boussole, regardez Édouard Philippe. Édouard Philippe qui aujourd'hui dégringole un petit peu dans les sondages. Une décision en entraînant une autre, il l'appelle à la démission du chef de l'État, et puis maintenant il appelle ses troupes, les députés Horizon, à ne pas voter pour le PLFSS. Au fond, on peut penser quand même que l'élément déclencheur de tout ça, c'est les mauvais sondages qu'il avait. Donc c'est dire quand même l'influence et l'incidence de ces enquêtes d'opinion, de ces intentions de vote, dans les états-majors politiques qui indexent leur stratégie sur les résultats. Mathieu Gallard. Mais un point, moi, d'expérience, malgré tout, c'est vrai que les dirigeants politiques regardent les sondages, certains plus que d'autres d'ailleurs. Après, imaginez, comme certains peuvent le faire, que l'ensemble des décisions politiques sont prises au sondage, c'est pas du tout vrai. Moi, j'ai travaillé, il se trouve, avant d'être dans un institut au service d'information du gouvernement, qui gère justement l'analyse de l'opinion publique pour le Premier ministre. J'ai travaillé sous Nicolas Sarkozy, sous François Hollande. Dans 90% des cas, les décisions, elles allaient à l'encontre des sondages. Ce qui explique d'ailleurs peut-être certains problèmes à la fin. Mais en tout cas, ça montre bien qu'il y a beaucoup d'autres contraintes qui pèsent sur les dirigeants politiques. Emmanuel Macron, il vous en commande beaucoup des sondages ? Non, directement, il n'y a plus de sondages qui sont commandés par l'Élysée. Mal fini, en général. Ça n'a pas bien fini, oui. Amélie Le Breton. Non, c'est sûr que pour les hommes politiques, ça doit effectivement ne pas être une seule boussole. Mais comme d'autres éléments, on pourrait, moi, je vois beaucoup fleurir les séries sur la politique qui deviennent en fait des boussoles alors pas pour tout le monde. Vous voulez dire que tout le monde se croit dans Baron Noir? Voilà. Et moi, ça m'inquiète. Voilà. Donc, ou dans Succession. Voilà. Restons sur le terrain, allons voir les citoyens avec Clément à Châtelet.
Merci beaucoup à tous les trois d'être venus ce soir sur le plateau de Chaque Voix compte. Dans un instant, on va passer à la question qui fâche. On va parler, on va parler du patrimoine des boomers. Quel pourcentage des Français sont prêts à taxer le patrimoine des boomers? Le sondage, dans un instant, on va en parler avec 3 parlementaires, avec Fanny Guinochet. Mais d'abord, c'est Laurent Guimier. C'est quelle histoire tout de suite? Et ce soir, Laurent, vous nous racontez comment le milliardaire américain Steve Witkoff est devenu le personnage central des négociations pour la paix en Ukraine. Oui, Witkoff est né, Adeline, il y a 68 ans dans le Bronx, à New York. Il est le fils d'un petit fabricant de manteaux. Il a été un temps juriste dans un grand cabinet d'avocats. Et puis, il s'est ensuite lancé dans l'immobilier. Évidemment, il y a quelques mois, la scène que vous allez voir aurait semblé tout simplement hallucinante. Comment Witkoff, un promoteur immobilier au Kremlin pour négocier l'avenir de la planète face à Poutine? Eh bien, je vais vous dévoiler les 4 ingrédients de l'élixir inventé par Trump pour nous montrer et surtout nous prouver qu'il est le meilleur négociateur en chef de la planète. Premier ingrédient, il a voulu installer l'idée, Trump, qu'un non-diplomate, un amateur, c'est beaucoup plus efficace que la diplomatie traditionnelle, entendez, cette élite de Washington totalement has-been. Et pour le prouver, il faut installer le personnage du non-diplomate, de l'amateur. On commence par casser les codes du ballet diplomatique. C'est comme ça que ça s'est fait. Exemple, avant-hier à Moscou, avant une négociation, vous savez, d'habitude, chacun reste dans son coin du ring, on fourbit ses armes. Eh bien, Witkoff et les Américains, ils ont fait tout le contraire. Ils sont en balade sur la plage rouge avec des Russes, une bonne table. Un diplomate ne devrait jamais faire ça. Eh bien, ça tombe bien puisqu'il fallait montrer que Witkoff n'était pas un diplomate. Mais c'est un businessman accusé de mélanger les genres, y compris en Russie, entre ses affaires immobilières et les affaires du monde qu'il évoque avec ses interlocuteurs au Kremlin. Et ça, ces mélanges, ces conflits d'intérêts, ça vous rappelle sans doute quelqu'un, Donald Trump lui-même. Pour le grand public d'ailleurs, les 2 hommes aux États-Unis ont énormément de points communs. Le business, Manhattan, les gratte-ciel. Witkoff n'est pas complémentaire de Donald Trump, c'est son double. Il parle la même langue, la langue du business. Et cela permet à Trump de dire à Poutine je t'envoie Witkoff. Regardez, c'était en août dernier. Ils se sont déjà vus 6 fois. Lui, c'est moi c'est lui. Ça rend la discussion très fluide. Et c'est ça la deuxième recette de l'ascension de Witkoff. Cette identification, Trump-Witkoff. Je vous en fournis une preuve tangible. Regardez, c'était fin novembre à bord d'Air Force One. Trump est interpellé par des journalistes après les révélations de Bloomberg, assez explosives, qui faisaient état d'une conversation téléphonique de Witkoff expliquant aux Russes comment, en gros, embobiner Trump. C'est plutôt très, très compromettant, évidemment. Eh bien, pas du tout. Écoutez la réponse de Donald Trump. Non, je n'en ai pas entendu parler, mais c'est une pratique courante, vous savez, car il doit convaincre l'Ukraine, il doit convaincre la Russie, c'est le rôle d'un négociateur. Il faut dire, voilà ce qu'ils veulent, il faut les convaincre avec ça, et vous savez, c'est une forme de négociation très classique. Je n'en ai pas entendu parler directement, mais il paraît que c'est une négociation classique. Et j'imagine qu'il dit la même chose à l'Ukraine, car chaque partie doit faire des concessions. CQFD, Trump dit, pas de souci, Witkoff est comme moi, c'est un négociateur. On a l'impression d'une pub, vous savez, pour son livre L'art du deal. Les 2 hommes se connaissent donc depuis longtemps et Trump a toute sa confiance. Toute sa confiance. Et ce point, c'est le 3e ingrédient de la recette Witkoff. Étaler son amitié avec Donald. Regardez par exemple, lors de la convention républicaine de 2024, il raconte le coup de fil qu'il a passé à Donald Trump juste après l'attentat dans un meeting qui s'était produit quelques jours plus tôt. Après que mon cher ami ait été blessé par balle il y a quelques jours, je l'ai appelé. Je pensais lui laisser un message, alors j'ai été surpris quand il a répondu. Ses premiers mots m'ont surpris aussi. Il venait juste d'échapper à la mort, mais il a décroché et a dit « Salut Steve, je suis vraiment content que tu aies appelé. Comment vas-tu? Et comment vont tes enfants ?» Quand j'ai perdu mon fils Andrew d'une overdose d'opioïdes, la douleur était insupportable. Mais comme d'habitude, Donald Trump était là. Oui, parce que le fils de Witkoff est mort d'une overdose en 2011. Trump l'évoque assez régulièrement. Et les 2 hommes jouent énormément ce récit d'une amitié à la vie, à la mort, si je puis dire. On voit ces 2 mordus de golf sur cette photo, par exemple, il y a 25 ans, à Palm Beach. Vous
Vous savez, Palm Beach, ce parcours de golf où Trump a failli être tué par balle en septembre 24, et Witkoff était là. Ces liens par le sang récurrents, j'oserais dire, rendent cette proximité beaucoup plus solide, je pense, que ce qu'on a vu, par exemple, avec un Elon Musk, milliardaire lui aussi, mais je pense qu'autour de Trump, tous les milliardaires ne se valent pas. Alors jusqu'où Steve Witkoff va-t-il vampiriser la diplomatie américaine? Et c'est la question sans doute que se posent les deux personnes que vous voyez sur la photo autour de M. Witkoff. À sa droite, Jared Kushner, le stratège, gendre de Trump et autre émissaire politico-familial. Et puis à sa gauche, Marco Rubio, le politique, secrétaire d'État en titre à Washington. Ce trio a fonctionné pour Israël, pour obtenir le cessez-le-feu à Gaza. Regardez d'ailleurs Witkoff tout ému après les remerciements du président lors de son discours à la Knesset. Ce succès diplomatique, c'est le quatrième et dernier ingrédient qui façonne la stature de M. Witkoff. Et à en croire son ami Donald, c'est une stature en béton armé. Merci Laurent. On passe à la question qui fâche. Et on accueille sur le plateau de Chaque Voix Compte Alexandre Ouizy, sénateur socialiste de l'Oise. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là, monsieur le sénateur. Philippe Lothiau, député RN du Var et vice-président de la Commission des Finances, est là également. Bonsoir. Et bonsoir Daniel Labaronne, député Ensemble pour la République d'Indre-et-Loire. Merci à tous les trois d'être là. C'est un transfert d'argent historique. D'ici à 2040, 9 000 milliards d'euros seront transmis par la génération des 30 Glorieuses à ses descendants. L'héritage des boomers commence vraiment à attiser les convoitises. Des parlementaires suggèrent de taxer davantage cette manne. Une idée historiquement impopulaire, Fanny Guinochet. C'est vous qui posez la question qui fâche ce soir. Effectivement, parce que si ce sujet, vous l'avez dit, arrive aujourd'hui sur la table, c'est parce que cette grande transmission entre, il faut le dire, les boomers, qui sont-ils? Ce sont les personnes qui sont nées entre 1945 et 1965 et qui vont peu à peu disparaître dans les années à venir et qui vont donc transmettre à la génération suivante. 9 000 milliards d'euros de patrimoine cumulé vont donc changer de main ces 15 prochaines années. C'est un chiffre donné par la Fondation Jean Jaurès, qui est classé plutôt à gauche, et c'est la moitié du patrimoine global des Français. Alors, la valeur de ce patrimoine a d'ailleurs fortement augmenté avec les biens immobiliers qui ont pris de la valeur au fil du temps. Ce patrimoine, il faut juste le rappeler, c'est de l'immobilier, mais ce sont aussi de l'assurance vie, des actions, un certain nombre de placements. Chaque année, déjà, 677 milliards d'euros sont transmis. C'est donc le plus grand transfert, vous l'avez dit tout à l'heure, de richesse de notre histoire. Et ce grand transfert, fatalement, il va avoir des incidences sociales, Fanny. Et oui, parce qu'il va nourrir le sentiment d'injustice, le sentiment d'inégalité et donc créer des tensions sociales. Parce que aujourd'hui, déjà, la part de la fortune héritée dans le patrimoine total pèse lourd, 60%. C'était quasiment moitié moins dans les années 70, on était à 35%. Et puis aujourd'hui, entre les impôts, les cotisations sociales, le travail est nettement plus taxé, 46%, que l'héritage, 6%. Ce qui veut dire que finalement, celui qui travaille, celui qui a eu des diplômes, celui qui passe sa vie au labeur a bien moins de chances de s'en sortir, d'avoir un niveau de vie élevé que celui qui tout simplement hérite de quoi nourrir du ressentiment chez les classes moyennes et les classes populaires, parce qu'il faut le dire, la France sera bel et bien bientôt une société d'héritiers. Et d'ailleurs, ce problème-là, c'est Yaël Braun-Pivet qui l'a soulevé, c'était au mois d'octobre, le 15 octobre. La présidente de l'Assemblée nationale disait ceci, on l'écoute. Vous savez, le truc qui vous tombe du ciel, il y a un moment où ça suffit. On voit bien aujourd'hui que la circulation des richesses de génération en génération ne se fait pas bien dans notre pays et ça n'est pas sain. Vous voyez, elle dit ça n'est pas sain. Elle a toutefois dû nuancer un peu ses propos parce que ça a soulevé un certain nombre de polémiques et elle les a nuancés en disant « je ne ciblais que les super riches, les 0,1% de Français les plus aisés ». Il n'empêche que ce patrimoine des boomers
Ah, il fait saliver les politiques. Et oui, parce que c'est une manne d'argent considérable qui peut venir remplir les caisses de l'État à un moment où on cherche quand même de l'argent un peu partout. Tout confondu, le système actuel, par exemple, permet déjà à l'État de récupérer plus de 16 milliards d'euros. Ce sont des chiffres de 2023 donnés par la Cour des comptes. Alors, même si on rappelle que les transmissions directes, enfants, parents, mères du défunt, ne payent aucun droit de succession jusqu'à 100 000 euros. Mais au-delà, chaque euro est taxé selon un barème qui va de 5 à 45 %. Donc une solution, ce serait d'augmenter ces frais de succession et taux d'imposition, mais ça n'est pas du tout populaire parce que l'héritage, ça renvoie aussi souvent à des souvenirs, ça renvoie à une vie de labeur, à des économies, des privations. En France, savez-vous qu'on appelle par exemple l'impôt, enfin de plus en plus souvent, l'impôt sur l'héritage, l'impôt de la mort, c'est vous dire. Alors on en parlait hier aussi, mais on peut remettre à plat, par exemple, tout le système de donation et d'héritage pour ne pas uniquement privilégier les ayants droit directs, mais les beaux-fils, les belles-filles, surtout avec les familles recomposées, les neveux, les nièces. Et puis ici, la question, elle se pose aussi avec autant d'acuité aujourd'hui, c'est parce qu'en moyenne, il faut le dire, le niveau de vie des retraités reste supérieur à celui des actifs et des générations suivantes. Et donc la question qui fâche et qu'on va poser à nos 3 parlementaires ce soir, c'est faut-il s'attaquer et comment à ce patrimoine des boomers? Je voudrais vous entendre, pour commencer, Alexandre Wizy, vous êtes sénateur socialiste. Question d'abord sur cette grande transmission, ce grand transfert, appelez-le comme vous voulez. Pour vous, c'est un risque majeur d'aggravation des inégalités. Pourquoi ? Oui, cette note à la Fondation Jean Jaurès, j'en suis l'auteur, donc je suis évidemment très au clair sur ce qu'est cette grande transmission. Que les gens comprennent bien, en effet, la moitié du patrimoine national, le patrimoine total de pays, tout ce que les Français possèdent, c'est 18 000 milliards. Il y en a la moitié qui vont être transmis, qui vont passer de main en main dans les 15 ans. Et la réalité, c'est que ce patrimoine, il est de base très inégalement réparti. Pour vous donner un ordre d'idée, si vous coupez la société française en deux, au milieu, l'héritage médian est de 70 000 euros, c'est-à-dire sous l'abattement de 100 000 euros. Autrement dit, il y a la moitié des Français qui n'est pas concerné. Même plus, en fait, en réalité, 83% des Français, aujourd'hui, sont libres de droit en raison à la fois de l'abattement, de ce qui se passe sur les assurances-vie, etc., etc. Donc, aujourd'hui, vous avez en effet des inégalités très fortes sur les patrimoines hérités. Le top 1% hérite en moyenne de 3 millions d'euros, le top 0,1% en moyenne de 12 millions d'euros. Donc, vous voyez, la question de l'inégalité, c'est celle-là. Et la question, c'est qui vous taxez alors ? Et voilà. comment ? Et moi, je pense que c'est très important ce que vous avez dit, parce que moi, dans ma proposition, ce n'est pas une proposition qui cherche à faire du rendement. C'est-à-dire ce qui est pris sur les héritages est rendu sur les prélèvements sociaux sur le travail. Parce que qu'est-ce qui est en jeu ? Cette société est en train de devenir une société d'héritiers. Qu'est-ce qu'une société d'héritiers ? Une société où les positions patrimoniales les plus hautes ne peuvent plus être obtenues par le fruit de son travail. Aujourd'hui, vous avez beau bosser tout ce que vous voulez dans une société à croissance faible, ce que vous épargnez ne vous permet pas d'acheter un appartement à Paris, ne vous permet pas de constituer ce qu'on appelle cette classe moyenne patrimoniale qui est en réduction. Et donc, moi, ce que je propose, c'est de dire, nous taxons les grands héritages, les héritages dorés, les héritages des 1%, et nous le rendons par une baisse des prélèvements sociaux sur la CSG sur le travail. Ce qui permet aux gens de se dire, bah oui, je bosse, je vais pouvoir atteindre des positions patrimoniales Daniel Labaronne, vous dites quoi, vous ? Alors je dis qu'il y a là comme un mouvement qui consisterait à penser que notre pays est un pays fondamentalement inégalitaire. Or la réalité n'est pas celle-ci. Il y a une étude de l'INSEE qui est très très intéressante et qui ne sort jamais sur les plateaux, dont on ne parle jamais. C'est cette étude donc de l'INSEE qui dit que entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres, l'écart est en gros de 1 à 18. Avant, bien évidemment, redistribution et paiement des impôts et des cotisations. Quand on prend en compte le paiement des impôts et des cotisations des uns et le versement des prestations au profit des autres, l'écart n'est plus que de 1 à 7. Et quand on prend la valorisation des services marchands qui sont, des services non marchands qui sont offerts gratuitement à l'ensemble de la population française. On pense aux services non marchands collectifs, la défense, la police, etc. Et des services non marchands individuels, l'éducation, la santé, etc. L'écart n'est plus que de 1 à 3. 1 à 3. Donc, nous sommes dans une société où, grâce à notre système de redistribution extrêmement généreux, nous avons des réductions d'inégalités qui se jouent fondamentalement. Alors, ça, il faut le rappeler, je pense. Et par ailleurs, ces 9 000 milliards,
mais c'est une manne incroyable pour permettre de financer l'investissement, l'innovation, la croissance, les emplois. Plutôt que de vouloir taxer cela, réfléchissons à faire en sorte que cet héritage, ces actifs financiers, ces actifs immobiliers rentrent dans le circuit économique peut-être davantage. Et de quelle façon si vous ne les taxez pas? Eh bien, il y a sans doute... Alors, mais moi, je ne suis pas pour taxer cela. Je suis pour qu'il y ait des incitations pour que cette manne revienne dans l'économie réelle. Alors, ça peut être des incitations fiscales, ça peut être des donations plus généreuses qui sont offertes, parce qu'on hérite très tard aujourd'hui. Donc, il peut être intéressant... Oui, l'héritage est un gâteau que l'on reçoit quand on n'a plus de dents pour le manger. Absolument. Bon, donc faisons en sorte que ces héritages reviennent aux petits-enfants, aux arrière-petits-enfants, pour qu'ils puissent, ces petits-enfants ou ces arrière-petits-enfants, acheter un appartement, se lancer dans une entreprise, créer une exploitation agricole. Bref, faisons en sorte que ces 9 000 milliards soient utilisés pour alimenter la machine économique, pour créer de la croissance, pour financer de l'innovation, pour créer des emplois et pour être dans une perspective dynamique. C'est trop facile de vouloir taxer. Je crois que c'est plus intéressant d'avoir une approche en termes de développement économique de ces 9 000 milliards dont on parle. Philippe Loutiot. Alors, je rejoindrai en partie mon collègue Laborde. Moi, je suis un peu sidéré que la question se pose en ces termes. Parce qu'il ne faut pas oublier que d'ores et déjà, quand vous regardez, les donations et les successions, 21 milliards d'euros de recettes, 0,7% du PIB, moyenne de la zone euro, c'est 0,3%, en Allemagne, c'est 0,2%. Donc on est déjà un pays qui, finalement, taxe déjà pas mal les successions. 6%. Oui, mais quand même. D'ailleurs, il y a une perception qui est bien différente de la réalité. On a l'impression qu'aujourd'hui, quand vous héritez, vous avez le fisc qui va vous tomber dessus, alors qu'en réalité. Alors, après, selon que vous êtes en ligne directe ou pas en ligne directe, parce que les taux ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que cet argent, ce patrimoine, c'est quelque chose que vous constituez, vous héritez parfois, partiellement, que vous constituez, une fois que vous avez payé toutes vos taxes, tous vos impôts, vous avez tout payé dessus. Donc votre patrimoine, c'est une fois que vous avez payé. Vous voulez dire, il a déjà été fiscalisé. Il a déjà été fiscalisé. Donc de quel droit, finalement, intellectuellement, moralement, de quel droit l'État va-t-il finalement opérer une opération de prédation, parce que c'est plus de la taxation à ce niveau-là, c'est de la prédation, sur des choses qui ont déjà, sur lesquelles les impôts ont déjà été largement payés. Voilà, moi c'est ça qui me stupéfie. Alexandre, comment vous répondez à cet argument? C'est vrai que toute leur vie, ces boomers ont déjà payé des taxes sur ce qu'ils ont acquis, sur ce qu'ils ont accumulé, et que là, ça reviendrait à surtaxer des éléments déjà payés au cours de la vie? D'abord, moi je le redis, le sujet n'est pas, et d'ailleurs personne ne propose, de taxer les héritages des classes populaires et des classes moyennes. Ce n'est pas le sujet en fait. Le sujet, monsieur, c'est que lorsque dans une société, vous avez des gens qui héritent de fortunes considérables, de rentes, c'est-à-dire qu'ils sont par naissance multipropriétaires et qu'en étant multipropriétaires, ils empêchent la classe moyenne d'accéder elle-même à la propriété, vous avez un problème de mérite et de démocratie. Et donc, ce qui se joue en réalité, c'est ce qu'est en train de devenir notre société. Et c'est la première fois que ça nous arrive, parce que nous sommes dans une société occidentale avancée et vieillissante. C'est la première fois. Avant, il y avait des guerres qui remettaient tout le monde à zéro. Personne ne le souhaite. Donc la manière de faire circuler le patrimoine dans la société doit être réinventée. Il faut libérer notre imagination là-dessus. Et je finis sur quelque chose qui me semble essentiel. La Révolution française dans ce pays, vous savez, elle a une histoire majeure. Qu'est-ce que nous avons fait à la Révolution ? Nous avons aboli la transmission du pouvoir politique. C'était la fin de la monarchie. Nous avons aboli la transmission des métiers. C'était la loi Le Chapelier. Nous n'avons pas aboli la transmission du pouvoir économique. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez avec des dynasties patrimoniales qui empêchent les classes moyennes d'accéder à la propriété. Et juste un point sur ce que vous avez dit sur les revenus. Vous avez raison de dire que les revenus sont corrigés, comme vous l'avez dit, de 18, puis à 9, puis à 3. Mais ce n'est pas du tout vrai pour les patrimoines. Pour les patrimoines, aujourd'hui, vous avez 50% des Français qui détiennent 3 fois rien, c'est-à-dire 5% du patrimoine total. Vous avez une petite classe moyenne patrimoniale qui s'était constituée après la Seconde Guerre mondiale et au long du XXe siècle, qui est en voie de réduction. Et vous avez le top 10% de la population qui détient 60% de la richesse nationale. Elle est là, l'inégalité, Elle est là, Daniel Labaronne. Elle est fondamentalement là. 50% des gens qui n'ont quasiment rien, que des avoirs à la banque, pas de propriété, rien. Et surtout, si je puis me permettre, qui n'ont pas aujourd'hui la perspective. Tout à fait. Ça, la C'est perspective d'avoir demain. Parce que, en fait, le vrai enjeu, c'est la transmission, ou c'est le fait que les boomers ont capté une hausse immobilière absolument historique? Les boomers ont pu, et tant mieux pour eux, personne ne leur enlève cette chance, ou en tout cas ce mérite, mais constituer un patrimoine, on a vu la flambée de l'immobilier, aujourd'hui, ça n'est plus du tout la même chose. Et c'est ces perspectives-là qui, étant complètement fermées, risquent de créer des tensions sociales très importantes. Évidemment.
Bien évidemment. Si les classes moyennes ne peuvent pas se constituer un patrimoine aujourd'hui, c'est aussi parce qu'elles sont surtaxées d'ores et déjà. Le travail est taxé. Rajouter. Oui, le travail est déjà un travail est déjà surtaxé. De la fiscalité Il faudrait d'abord regarder à baisser les dépenses de l'État et baisser tout un ensemble de dépenses pour pouvoir baisser cette taxation. C'est pas en taxant. Il y a un vieux réflexe qui dit c'est en faisant payer ceux qui ont de l'argent qu'on va nourrir ceux qui n'en ont pas. Mais c'est pas comme ça qu'une société progresse. La notion d'égalité qu'on nous rabâche toujours, dont on nous rabat les oreilles, la notion d'égalité au moment où elle a été fondée, c'était une égalité politique. Tout le monde est égal devant la loi. Tous les gens sont égaux devant la loi est la même pour tout le monde. C'est pas une égalité de patrimoine ou économique. Dans ce cas-là, ça s'appelle le communisme. À ma connaissance, on n'est pas dans une société communiste. Monsieur, l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme, donc là où on a fondé l'égalité, à chacun selon ses capacités. Exactement. À partir du moment où le principe de naissance domine le principe capacitaire, nous ne vivons plus, nous trahissons l'idéal démocratique et méritocratique de notre société. À partir du moment où l'héritocratie, nous changeons même la nature du régime politique. Comprenez-le. Je comprends que ce soit suffisamment nouveau et difficile. J'aimerais finir juste là-dessus. C'est suffisamment nouveau pour être difficile à appréhender, mais c'est ce qui va nous arriver de plus en plus pendant les 15 ans. Et le chiffre que vous avez donné est éloquent. 60% du patrimoine qui était hérité, 30% il y a 40 ans. Le travail ne permet plus d'accéder au patrimoine. C'est Daniel Labaronne, injustifiable et inexplicable. Je voudrais vous entendre. Alors, s'agissant du capital, le stock de capital, donc les avoirs, les immeubles, comme les revenus sont en France extrêmement taxés. Nous avons, je crois, une taxation de l'ordre de 3,7% relativement au PIB, ce qui place la France parmi les revenus qui taxent le plus le capital. Bon. Par ailleurs, quand on parle de la taxation des revenus du travail, mais prenons les dividendes, qui sont un revenu du capital. Mais avant de percevoir des dividendes, eh bien, le capitaliste, celui qui a du capital, qui a une entreprise, il a payé les impôts de production, déjà, 5%. Il a payé les impôts sur les bénéfices, 25%. Et puis, il va payer des impôts sur les dividendes, avec une partie CSG, une partie impôt sur les revenus. Donc, il va être taxé de l'ordre de 66%. Bon, je ne crois pas que les revenus du travail soient majoritairement taxés de cette manière-là. Donc il est faux de penser que la taxation des revenus du capital, cette taxation soit inférieure à celle des revenus du travail. Statistiquement, ce n'est pas juste. Bon, moi, je considère que plutôt que d'imaginer tout de suite taxer, il serait peut-être beaucoup plus intelligent de mettre en place des dispositifs d'incitation qui permettent à cette épargne accumulée, à ces actifs, ces actions, ces obligations qui sont détenues par peut-être des personnes âgées, bien qu'elles soient plus facilement transmissibles, pour que des jeunes puissent faire fructifier peut-être différemment en investissant dans les nouvelles technologies, les technologies de la transition énergétique et numérique. Voilà, ça, ce serait un projet économique et un projet de société intéressant. Fanny. La difficulté, c'est qu'on voit bien que ces dernières années, en tout cas, on n'a pas trouvé la martingale pour permettre que cette épargne soit mieux fléchée vers l'économie productive. Il y a eu un certain nombre de produits, de propositions qui sont faites et aujourd'hui, l'épargne, elle reste sur les comptes des Français, elle reste dans l'assurance vie, pas forcément. Ça ne vous a pas échappé que nous sommes dans un climat très anxiogène. Oui, mais même et que, si on regarde sur des ceux séries qui ont de longues, l'argent préfèrent épargner que de dépenser leur argent en investissant. C'était déjà le cas il y a 10 ans, on essayait d'orienter vers les PME et pourtant le climat était un peu meilleur. On y a réussi. Néanmoins, avec la loi PAC que nous avons votée en 2018, en créant par exemple le plan épargne-retraite, nous avons introduit de la capitalisation chez les salariés, chez les épargnants, ce qui est bien utile lorsqu'il s'agit de financer nos systèmes de retraite dont on sait qu'ils sont en difficulté. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus ce soir sur le plateau de Chaque Voix Compte. Vous pouvez rester parce que tout de suite c'est Bourbon Express. C'est le journal de l'Assemblée nationale présenté par Marco Pommier. On commence avec le budget. Bonsoir Marco, vous allez bien ? Très bien, et vous ? Le budget avec le coup de pression de Sébastien Lecornu il y a quelques minutes dans l'hémicycle à propos du budget de la Sécu. Oui, c'était le coup de pression. Il est intervenu cet après-midi dans l'hémicycle en plein examen de la partie recettes sur ce PLFSS. Sébastien Lecornu qui a pris la parole aux alentours de 16h30. Ce n'est plus une première lecture. On n'est pas là pour compter ou se compter en termes idéologiques. Ça sera à la fin le projet de loi de finances pour la sécurité sociale d'aucun groupe politique. Ça sera
un PLFSS de compromis et de transition vers 2027. On le sait tous. Et donc cet esprit et de compromis et de synthèse qui permet d'avoir un déficit de la Sécu qui soit tenu et acceptable pour l'année prochaine, il démarre dès cet après-midi. Je vous remercie. Le Premier ministre qui vise un atterrissage autour de 20 milliards d'euros de déficit sur ce budget de la Sécu, Sébastien Lecornu, qui a rappelé par ailleurs qu'il n'utiliserait pas le 49.3 sur ce texte, c'est-à-dire qu'il ne veut pas le faire passer en force. Et ce coup de pression du Premier ministre intervenait après le coup de gueule hier d'Olivier Faure. Oui, car si les discussions avancent, progressent entre le gouvernement et les socialistes, ça cale sévèrement du côté du socle commun, c'est-à-dire le camp présidentiel et les Républicains. Résultat, Olivier Faure, le patron du PS, il est exaspéré. Je vois bien qu'aujourd'hui, il n'y a plus de socle commun. Mais s'ils ne veulent plus gouverner, s'ils ne veulent plus dans la majorité relative, s'ils ne veulent plus y appartenir, qu'ils le disent aussi. C'est pas possible de fonctionner comme ça. Il y en a marre, franchement. Olivier Faure qui a visé tout particulièrement Édouard Philippe qui appelle son groupe Horizon à l'Assemblée à ne pas voter le budget de la Sécu en l'état. Écoutez. Mais vous pensez qu'Édouard Philippe va avoir le courage de dire aux Français qu'il a voulu qu'on repasse au projet originel? Le projet originel, c'est qu'on bloque les pensions, on bloque les prestations, on fait en sorte qu'il y ait moins d'argent pour l'hôpital. C'est ça qu'il veut, Édouard Philippe? Qu'il le dise. Ouais, le coup de gueule d'Olivier Faure. Oui. C'est l'heure du compteur des amendements, Marco. Moi, je ne me jamais avec ce compteur. Bon. On en est où sur le PLFSS? Oui, il reste encore 684 amendements à examiner, mais l'examen des articles les plus inflammables dans cette partie recettes ont été repoussés par le gouvernement à plus tard, jeudi et vendredi peut-être. Hausse de la CSG sur les revenus du patrimoine, surtaxe sur les complémentaires santé. Le temps pour Sébastien Lecornu de négocier encore un peu. Le vote final sur l'ensemble du texte, lui, est prévu mardi prochain, le 9 décembre. Bon, avant le coup de pression de Sébastien Lecornu, il y avait bien sûr à l'Assemblée nationale les CAG, les questions au gouvernement. La France insoumise est revenue sur la condamnation de l'État pour avoir tardé à organiser l'éducation à la sexualité à l'école. Oui, l'État condamné à payer 1 euro symbolique à propos des fameux cours EVARS, ces cours pour éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité. Selon le tribunal administratif de Paris, l'État a manqué à son obligation d'organiser ces séances dans les établissements scolaires, alors que c'est la loi depuis 2001. Combien de féminicides, combien de viols, combien d'agressions LGBT-phobes et combien de contaminations auraient pu être évitées en appliquant la loi? L'éducation nationale doit être le rempart de la raison face aux fantasmes réactionnaires. Allez-vous, messieurs les ministres, mettre enfin les moyens pour que les 3 séances d'EVARS soient correctement enseignées? Le tribunal administratif de Paris nous a effectivement condamné hier l'État pour sa carence passée. Vous n'avez pas mentionné qu'il avait renoncé à prononcer toute forme d'injonction au motif précisément que l'État avait pris toutes les mesures pour le présent et pour l'avenir. Ce que vous auriez pu idéalement faire pour être tout à fait complet, mais le temps était limité. Et on en parlait hier, ces cours sont désormais bel et bien obligatoires pour tous les élèves de la maternelle au lycée. Et on termine avec le sondage du jour. Quelle est la première préoccupation des Français aujourd'hui? Que me répondez-vous, Marco? Moi, je ne vous réponds rien, Adeline. Mais pour 30% des Français, c'est la politique. C'est 3 fois plus qu'il y a 10 ans, selon une étude du Cevipof. Première préoccupation, vous le voyez, devant le pouvoir d'achat, devant le budget et la dette nationale, devant l'immigration. Une enquête qui a forcément fait réagir les députés. Salle des 4 colonnes. La politique, problème numéro 1 des Français. Petit mea culpa peut-être? C'est présenté d'une manière agréable. Non, je suis d'accord avec eux. C'est pas très bon signe, mais il faut pouvoir l'entendre et le comprendre. C'est important qu'on écoute aussi le signal que nous envoient les Français. Le système est clairement à bout de souffle, en termes de déconnexion, en termes d'inefficacité, en termes d'impuissance. Donc cette situation ne peut pas durer. Alors tout le monde s'accorde sur le constat, ça c'est clair, mais pour expliquer ce rejet de la classe politique, chacun a son coupable attitré. J'ai vu que le problème numéro 1 dans l'étude, c'est Emmanuel Macron. Aussi, mais pas que. Non, pas aussi. Principalement, les plus forts taux de déception, de rejet, c'est Emmanuel Macron. Qu'il y ait une part de responsabilité qui s'exerce dans l'esprit des politiques et un peu moins dans du calcul politicien, ça serait bien. On voit qu'il y a des responsables politiques qui ne pensent qu'à 2027, matin, midi et soir. Voilà pour les réactions. Autres, voilà exactement, le coupable c'est toujours l'autre. Merci Marco et merci à vous d'être venus ce soir dans Chaque Voix Compte. Merci Fanny et merci Laurent. Merci à vous de nous avoir suivis chez vous. Chaque Voix Compte est rediffusé tout à l'heure à 23h30, mais vous trouvez aussi l'émission en replay sur lcp.fr et en podcast. Nous revenons demain en direct à 19h30. Dans un instant, c'est Débat Doc et c'est Jean-Pierre Gracien. Excellente soirée sur la 8. À demain.